Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Artefia. Alors aujourd'hui, je vous propose, en fait, c'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui débutent en photographie ou ceux qui ont l'intention de mettre à niveau leur équipement. Donc, on va parler de boîtiers. En fait, on va démystifier les types de boîtiers qui existent sur le marché. Mais avant, on va monter sur le sentier qui est juste à l'arrière de moi. J'ai à peu près 2,5 km à faire et pour me retrouver sur un des sommets du sentier des Cimes dans le parc national du Mont-Mégantic. Alors, on se revoit dans quelques instants. En avant-propos, j'aimerais mettre en évidence que le fait que les boîtiers sont de toute évidence très importants dans le kit du photographe, mais il y a une pièce d'équipement qui est encore plus importante et ce sont les objectifs. On va en parler un petit peu tantôt, mais sachez que la qualité de vos objectifs doit être un souci pour tout photographe. Vaut mieux avoir un boîtier moyen de gamme et des objectifs haut de gamme qu'un boîtier haut de gamme et des objectifs de piètre qualité. Vous allez faire ce choix-là, ce dernier choix-là serait une erreur monumentale. On en reparle, ça ne sera pas très long. Alors, me voici arrivé à la porte du ciel avec juste au bout, là-bas en tout petit, l'Observatoire astronomique du Mont-Mégantic. Ah, une petite pause. Alors, me voici sur le sommet des Cimes. En fait, on appelle cet endroit-ci la porte du ciel. C'est un endroit vraiment extraordinaire. C'est vraiment très, très beau. En fait, je suis dans le massif du Mont-Mégantic. Alors, comme je vous disais en début de vidéo, cette vidéo-ci s'adresse principalement, et pas seulement, là, mais principalement à ceux et celles qui débutent en photographie ou encore qui ont déjà un petit appareil et qui aimeraient peut-être faire une mise à jour et qui aimeraient en savoir un peu plus au niveau de leur choix, ce qui est offert sur le marché actuellement. Donc, actuellement, il y a 4 types de boîtiers qui existent, peut-être même 5, mais en fait, le 5e, ce n'en est pas vraiment un, mais je vais le garder pour la fin. Alors, le premier, ça se trouve être les appareils compacts. J'en ai un ici. Alors, ce sont de tout petits appareils qu'on peut insérer dans la poche. Il n'y a pas vraiment beaucoup de résolution avec ces appareils-là, mais c'est très facile d'emploi. Quand même, l'objectif ici, je vois celui que j'ai ici, là, une ouverture à 2.8, 5.9. Donc, quand son zoom est au maximum, il est ouvert à 5.9. Mais sinon, 2.8, c'est quand même très lumineux. Alors, il y a ça, c'est vraiment pas très coûteux et ça ne pèse absolument rien. On peut l'insérer dans notre poche et voilà, ni vu ni connu. Donc, ça, c'est pour les compacts. Le deuxième, ça se trouve être les appareils qu'on appelle bridge. Pourquoi bridge? Bridge, en fait, c'est un terme anglais qui signifie pont. Alors, on a appelé ces appareils-là avec ce nom-là, tout simplement parce qu'ils se trouvaient à faire le pont entre les appareils compacts et les appareils réflexes. Alors, un appareil bridge, je ne vais pas vraiment en parler beaucoup aujourd'hui, pas plus que les compacts, mais sachez que ce sont des appareils, encore là, pas très dispendieux. Ils ne sont plus tellement fabriqués.
mais vous allez pouvoir en trouver, là, il n'y a absolument aucun problème. Ce sont des appareils qui n'ont pas de système de miroir pour la visée, donc c'est une visée qui est directe. Et le problème, c'est que, en fait, c'est un problème, et c'en est pas un, là, tout dépendant du type de photographie que vous faites, mais l'objectif n'est pas interchangeable. Donc, vous devez travailler avec l'objectif qui est sur cet appareil-là. C'est un appareil qui n'est pas pesant. Vous pouvez le transporter en voyage sans aucun problème. Et comme je disais, ce n'est pas très coûteux non plus. Vous pouvez même shooter comme un appareil réflexe. Vous avez l'option de shooter en JPEG ou encore en RAW. Donc, ce qui est encore là une option que vous n'avez pas que les appareils compacts. Le troisième type de boîtier, là, ça commence à être vraiment intéressant. On parle des réflexes. On peut aussi, l'acronyme anglophone, peut-être qu'on va l'entendre souvent aussi, c'est DSLR. Donc, oui, ces appareils-là ont un mode de visée qui fonctionne avec un système de miroir. Vous allez pouvoir le voir à l'écran ici. Donc, comparativement aux boîtiers sans miroir ou hybrides, dont je vais parler dans quelques instants. Alors, ce sont des appareils, souvent on a l'impression que ce type de boîtier-là est fait principalement pour les professionnels, mais ce n'est vraiment pas le cas. Vous pouvez, alors tous ceux qui sont amateurs débutants, amateurs avisés, professionnels, peuvent avoir un appareil DSLR. Là où il va y avoir une différence, et j'en reparle aussi dans quelques instants, c'est au niveau du capteur, à savoir est-ce qu'on veut avoir un capteur plein cadre, ou en anglais full frame, ou un appareil avec un capteur APS-C, donc un capteur qui est plus petit. Alors ça aussi, je vous montre ça à l'écran dans un petit instant. Vous allez voir qu'il y a vraiment une différence, mais j'en reparle dans un petit moment. Donc, les appareils DSLR, c'est le troisième type de boîtier qu'on retrouve, qui est là depuis quand même un bon nombre d'années. Personnellement, j'ai travaillé avec des appareils DSLR pendant de nombreuses années. En fait, ça fait à peine 12 mois, plus ou moins, que je travaille avec un appareil hybride. Mais avant ça, j'ai toujours eu un appareil DSLR, donc un appareil réflexe. Le quatrième type de boîtier, là, on tombe dans les boîtiers hybrides. Alors, les boîtiers hybrides, ce sont des boîtiers par laquelle la visée va se faire directement. Donc, c'est une visée qui est numérique. La même chose qu'un appareil compact et la même chose qu'un bridge. Comme le DSLR, les appareils hybrides ont des objectifs interchangeables. Donc, c'est vraiment la caractéristique, je dirais, principale ou l'atout principal de pouvoir changer ses objectifs selon le sujet qu'on a à photographier. Maintenant, ceci dit, je reviens maintenant au capteur parce que autant au niveau des appareils hybrides que des appareils réflexes, vous avez deux types de capteurs qu'on peut avoir là-dessus. Vous pouvez avoir le plein cadre, donc on parle d'une dimension de capteur de 24-36, je parle en termes de millimètres, comparativement à un APS-C où c'est 16-23. Donc le capteur d'un APS-C est plus petit. En fait, le facteur de multiplication, c'est 1,5. Vous allez le voir sur la photo que je vous montre aussi à l'écran. Par contre, on va souvent se demander pour quelle raison je vais utiliser un appareil full frame versus un appareil APS-C. Encore là, une mauvaise conception. On pense souvent que les appareils plein cadre sont dédiés à la photographie professionnelle. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ce que je veux dire par là, c'est que le choix de votre capteur va dépendre du type de photographie que vous allez faire. Si vous photographiez, par exemple, en studio, vous êtes professionnel, vous photographiez en studio, vous faites de la photo d'architecture, par exemple, ou de la photographie de mariage, où vous avez souvent à être dans un environnement où la luminosité est plus ou moins élevée. Dans ce cas-ci, le plein cadre est un choix parfait. Parce que du fait que le cadre est plus grand,
il va y avoir plus de lumière qui va rentrer sur les photosites, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Par contre, si vous faites de la photo de paysage, de la photo animalière, de la photo sportive, même de la photo de produits, dans ce cas-ci, puis encore là, c'est mon opinion personnelle, mais dans ce cas-ci, l'APS-C est un choix enviable. L'APS-C a quand même certaines qualités, dans le sens où votre boîtier et les objectifs, premièrement, ils vont être beaucoup moins lourds. Donc, si vous êtes, par exemple, en photo de nature et que vous avez à trimballer votre équipement sur le dos, bien, c'est vraiment important de penser à ça. Le deuxième facteur, c'est au niveau du budget. Les boîtiers et les objectifs plein cadre sont plus dispendieux que leurs cousins APS-C parce qu'ils sont plus petits. Ça, c'est la première raison. Donc, il faut vraiment penser au genre de photographie que vous voulez faire et aller orienter votre choix avec ces choses-là. Maintenant, il y a autre chose aussi. On parle souvent de mégapixels. Bon, vous allez voir un petit peu plus tard dans la vidéo, je vais faire un petit test. J'ai pris une même photographie avec deux appareils, deux APS-C, mais un à, si je ne m'abuse, 20 mégapixels, c'est 16 ou 20 mégapixels. On va le voir tantôt sur la photo. Et l'autre avec le boîtier que j'ai, mon Fuji, et celui-ci est à 40 mégapixels. Alors, dans quel cas le fait d'avoir plus de mégapixels va être avantageux ou non? On va le voir en pratique sur la photo. Je vous réserve ça à la fin de la vidéo. Vous allez voir, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendez. Mais je vous dirais que le fait d'avoir plus de mégapixels, sachez que premièrement, le coût du boîtier va être conséquent, c'est-à-dire qu'il va être plus élevé. Là où ça devient important d'avoir plus de mégapixels, c'est si jamais vous êtes le genre de photographe où vous allez souvent cropper ou recadrer vos photos. Je pense principalement aux photos sportives ou aux photos animalières, par exemple. Si vous recadrez, vous croppez vos photos, le fait d'avoir plus de mégapixels va être avantageux pour vous. Par contre, la solution optimale n'est pas de cropper en passant. La solution optimale, si on a le budget, bien entendu, c'est d'avoir une longueur focale plus longue. Donc, exemple, avoir un 500 ou un 600 mm. Là, dans ce cas-là, vous allez bénéficier de l'entièreté de votre capteur. Tandis que si vous croppez, si vous recadrez, bien là, c'est que vous jetez par la fenêtre beaucoup de pixels. Ceci dit, un pixel, c'est quoi? En fait, un mégapixel, c'est quoi? Quand on dit ça? Bien, un mégapixel, c'est 1 million de pixels. Le pixel en lui-même, c'est une composante physique sur le capteur photographique. En fait, c'est la plus petite composante. Dans le capteur, vous avez 4 photosites. Alors, ces 4 photosites-là, généralement, vous allez avoir un code de couleur qui va... En fait, sur le capteur, vous avez une matrice qu'on appelle la matrice de Bayer, qui est composée d'une multitude de rouge, de vert et de bleu. Okay? Donc, un calcul savant qui est mis par-dessus le capteur. Et chacun des pixels a 4 photosites. Vous voyez un photosite un peu comme un puits qui va accumuler de la lumière. Et autrement dit, votre pixel, ce qui va y arriver, c'est que le capteur va transformer l'intensité de la lumière en signal électrique et va enregistrer l'information. C'est ce qui va composer votre photo. Alors, donc, pour ce qui est des mégapixels, encore là, allez-y selon ce que vous faites en tant que photo. Nul besoin d'avoir un 40 mégapixels, que ce soit en APS-C, parce que maintenant, les APS-C, on peut aller jusqu'à 40 mégapixels, à ma connaissance. Moi, j'en ai un, en tout cas. Au niveau des pleins cadres, oui, il y a du 40 mégapixels. Vous avez même des boîtiers maintenant, bien, pas maintenant, mais ça existe depuis longtemps, mais des moyens formats qui vont aller jusqu'à 100 mégapixels. Donc, encore là, tout va dépendre de vos besoins et de ce que vous faites en tant que photographie, donc en tant que photographe.
Vous allez voir aussi au niveau de l'impression, je vous mets une photo, une charte d'impression, alors qui va vous démontrer que plus vous avez de mégapixels, plus vous pouvez imprimer avec une dimension plus large, en fait plus grande. Donc ça aussi, c'est à considérer si vous êtes quelqu'un qui imprimez beaucoup. Maintenant, quel choix faire au final? Bien écoutez, ça dépend de ce que vous faites, ça dépend des photos que vous faites. Vous n'avez pas besoin d'investir énormément, des milliers de dollars ou d'euros dans un boîtier professionnel, si vous voulez, si vous ne faites pas le genre de photos qui nécessite ce genre de boîtier-là. Donc, le budget, c'est aussi, bien entendu, un facteur très important. Et je l'ai mentionné tantôt, ce qui est à prioriser dans votre budget, c'est beaucoup plus les objectifs. Ayez des objectifs de la meilleure qualité possible, okay, ce que vous pouvez vous offrir. C'est mieux d'avoir un boîtier de qualité moyenne, mais avec des objectifs de très bonne qualité que l'inverse. Okay, dites-vous ça. Vous allez voir une différence sur les photos. Ce qui fait la différence, c'est vraiment l'objectif, c'est le piqué de l'objectif. C'est là que... puis souvent, les objectifs dispendieux vont être en verre. Il va y avoir de la fluorite là, qui recouvre les objectifs, tandis que les objectifs dits kits, souvent, ce sont des objectifs qui sont bâtis, qui sont en plastique. La qualité n'y est pas. Donc, je vous dirais même, un petit conseil, si vous pouvez, essayez d'éviter quand vous achetez, si vous achetez neuf, essayez d'éviter d'acheter un boîtier avec l'objectif qui vient en kit. Achetez plutôt le boîtier séparément et achetez plutôt un objectif de meilleure qualité. Vous allez, finalement, vous allez sauver des frustrations, beaucoup. Alors voilà, ça complète la vidéo. Maintenant, ce que je fais, je me dirige... en fait, je vais attendre encore un peu parce que là, l'heure dorée commence à peine. Je vais attendre que le soleil se couche, en fait, baisse un peu à l'horizon et je vais m'installer. Je suis déjà installé et je vais prendre quelques photos. Je vous montre ça dans un petit moment. Alors, si vous aimez la vidéo, je vous invite à lever le pouce, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Commentez des commentaires positifs, s'il vous plaît, qui vont faire avancer la chaîne pour le bénéfice de tous ceux qui la regardent. Alors, merci. Et sur ce, je me dirige à mon appareil et je vais commencer dans quelques instants à prendre quelques clichés. À bientôt! Avouez que faire de la photographie à ce temps-ci de l'année, c'est assez gratifiant. On est béni des yeux dans ce temps-là. Je suis complètement seul dans un paysage magnifique, un coucher de soleil extraordinaire. C'est un cadeau de la vie, ça. J'espère que vous en profitez vous aussi. Alors, toujours en mode manuel, focus manuel, en utilisant le bouton Back Focus. Je shoot actuellement dans un ratio de 16:9 pour avoir un cadrage vraiment panoramique. Donc, je vous encourage à essayer ces modes-là. C'est vraiment... c'est là où c'est le siège de la créativité.
Bon, là, on va faire un test avec 2 caméras. On a juste ici, on a une caméra DSLR, un Canon T3i. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris exactement les mêmes paramètres pour les 2 caméras. Ça ici, à ma gauche, c'est ma caméra, donc la Fujifilm X-H2. Et puis, donc, on va shooter à ISO. En fait, la Fuji va être à ISO 160, la Canon va être à ISO 100. Il n'y aura pas vraiment de différence par rapport à ça. Les deux sont à f11 à 55 mm de focale, 1/40e de seconde les deux. Donc, les paramètres sont rigoureusement exacts, mis à part le ISO. Et puis, ce que je vais faire, c'est que... oui, c'est vrai, les 2 photos sont en mode RAW. Ça, c'est important aussi. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un traitement sur les 2 photos. Le traitement va être exactement la même chose. Puis, on va pouvoir regarder dans quelques secondes. Vous allez pouvoir voir la différence entre les 2 photos. Et j'espère qu'il n'y en aura pas une trop grosse. Mais il risque d'en avoir une. S'il y en a une, je vous le dis tout de suite, c'est par rapport à l'objectif. C'est là où on va voir une différence. Mais les boîtiers, d'après moi, vont nous donner plus ou moins le même rendement. C'est ce qu'on va voir.